de droit public, Stéphane Beaulac de l'Université de Montréal, qui est avec moi en studio. Monsieur Beaulac, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Radjen, Madame Radjen sera avec nous aussi dans un instant pour nous donner sa réaction à chaud à cette décision de la Cour suprême. Mais avant d'entendre Heidi Radjen, Stéphane Beaulac, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait que la Cour suprême aujourd'hui décide d'entendre cette cause-là? Bien, vraisemblablement, c'est qu'elle est d'avis parce que, bon, soulignons que dans une décision sur une permission d'appel, sur une autorisation, elle est peu bavarde, la Cour suprême du Canada. Elle dit essentiellement oui. On souhaite vous entendre. Et il y avait deux questions accessoires concernant, puis on en parlera tantôt, là, une demande d'intervention. Oui. Alors, ça relève un peu de la spéculation, mais de toute évidence, le plus haut tribunal du pays va se prononcer en droit. Or, le jugement d'où appel, comme on dit dans le jargon, de la Cour d'appel du Québec traitait d'un aspect factuel et d'un aspect juridique. On était tout d'abord dans la décision de la Cour d'appel du Québec en désaccord sur la conclusion de fait du juge Blanchard en première instance parce qu'on est d'avis, on se disait d'avis, 5 juges de façon unanime dans la décision de juin 2013, de juin dernier, que essentiellement les provinces, Québec en particulier, n'étaient pas en partenariat avec Ottawa dans la confection de ce programme, plus particulièrement du registre des armes à feu. Ça, c'est le premier volet. J'aurais mes doutes que c'est la principale raison pour laquelle on autorise l'appel à la Cour suprême du Canada. Si j'avais à parier, c'est vraisemblablement sur la base de l'erreur de droit qui a été essentiellement le second volet de la décision de la Cour d'appel du Québec, où là, essentiellement, on dit, pour résumer à l'essentiel, Ottawa avait la compétence pour créer ce registre, Ottawa a la compétence pour y mettre fin de façon unilatérale. On n'a pas à obtenir un accord ou avoir un suivi obligatoire pour transférer, par exemple, les données auprès d'une province, en l'espèce, évidemment, en faveur de Québec. Bon. Un mot, on va vous retrouver dans quelques minutes, mais un mot avant de présenter la réaction de Heidi Radjen sur justement le fait que, vous l'avez évoqué, il y a deux parties là-dedans qui demandaient à être entendues. La Cour suprême dit non. On refuse votre demande. Oui, c'était des parties, des intervenants potentiels qui n'étaient pas présents. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner en première instance ou à la Cour d'appel du Québec. Là, dans l'éventualité d'un appel au plus haut tribunal du pays, ils ont décidé d'aller de l'avant et de demander une permission d'intervenir. Il s'agit précisément de la Coalition pour le contrôle des armes à feu, une organisation qui chapeaute quelques 300 regroupements québécois. Et qui veut le maintien du registre. Oui, et le Canada's National Firearms Association qui souhaitait intervenir dans le même sens que la coalition pour essentiellement, on prétend, amener des éléments complémentaires d'information pour permettre au plus haut tribunal du pays de décider de façon définitive. Parce que, évidemment, ça, c'est le dernier chapitre d'un deuxième tome, si je puis dire. Parce que, dans un premier temps, et ça, sans reculer ou trop aller dans le détail, en 2000, la Cour suprême du Canada a déjà statué que Ottawa a le pouvoir pour créer ce programme. Parce qu'on mettait ça en doute dans les années 90. Là, maintenant, ça va donner l'occasion, maintenant qu'on est rendu à la fin, pour des raisons essentiellement qui relèvent de la politique, on veut y mettre fin et ça va être deuxième tome, si je puis dire, où la Cour suprême va de nouveau être appelée à se prononcer sur ces questions de droit constitutionnel. Ottawa pouvait le créer, Ottawa peut-il l'éliminer? Unilatéralement. Unilatéralement. On va y revenir. On revient à vous dans quelques minutes, Stéphane Beaulac, qui, je vous le rappelle, est constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal. Mais, entre-temps, la réaction d'Heidi Radjen, qui est devenue l'une des figures emblématiques importantes de ce combat pour l'existence et pour le maintien d'un registre des armes à feu. Elle est porte-parole de Poly se souvient. Heidi Radjen, bonjour. Bonjour. Réaction, donc, la bataille se poursuit, c'est déjà une bonne nouvelle, mais vous ne serez pas entendu, en tout cas par la Cour suprême. La Cour suprême a l'air de fermer la porte. Comment vous réagissez à cette décision de la Cour suprême?
Mais je pense que le principal, c'est que la Cour suprême a accepté d'entendre la cause du Québec et donc la lutte peut se poursuivre et les données puis le registre au Québec sont protégés. Donc, c'est sûr qu'on est déçu avec la décision de refuser. Puis, même si je pense qu'ils ont ouvert une petite porte pour faire une nouvelle demande, là, je comprends pas tous les détails légaux, là. Ça, c'est une chose, mais le plus important, puis la raison pourquoi on est extrêmement soulagé et content aujourd'hui, c'est qu'on ne perd pas tout aujourd'hui. Donc, on n'exagérait pas quand on disait aux gens que le registre au Québec tient par un fil. Puis en fait, le fédéral aurait pu détruire les données parce que l'injonction n'avait pas été reconduite par la Cour d'appel. Et maintenant, la Cour suprême l'a comme réinstauré. Mais pendant quelques mois, le gouvernement aurait pu les détruire légalement. Et c'est tout au crédit du ministre Blaney, là, qui avait pris la place de Vic Thèse, qui est du Québec, qui a décidé de ne pas les détruire en attendant le jugement ou la décision de la Cour suprême. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Et, moi, je dois souligner ça parce que c'est la première fois que le gouvernement conservateur a fait quelque chose qui n'était pas négatif pour le contrôle des armes à feu. Ouais. Il faut souligner ça. Mais en même temps, ils n'ont pas changé leur position, à savoir que s'ils gagnent en Cour suprême, ils vont détruire le registre. Ouais. Cela dit, Heidi Rajan, puis la question a été posée au ministre de la Justice, Bertrand Saint-Arnaud, le ministre québécois. Ottawa, depuis 2006, en fait, il y a un grand laxisme. Là, on le dit, on l'affiche. Le registre, même avant d'être éliminé, existait, mais on n'appliquait plus, pardon, les règlements. On ne veillait pas à ce que les gens s'enregistrent. Écoutez, le jugement de la Cour suprême, c'est l'année prochaine. Ça va faire presque 10 ans. Est-ce que, dans quelle mesure, ce qui reste du registre pour le Québec est encore utile? Ben, rappelez-vous que quand on parle, c'est pas vrai qu'on n'appliquait plus le règlement. L'injonction de la Cour d'appel que le gouvernement fédéral a quand même respecté, même si on l'a perdu l'injonction de la Cour supérieure forçait le gouvernement fédéral à maintenir l'enregistrement au Québec. Donc, le système continuait à enregistrer toutes les nouvelles sessions d'armes à feu. Et vous savez que dans les commerces, c'est automatique. On peut pas s'acheter une arme à feu sans avoir le certificat d'enregistrement. Et de l'autre côté, même s'il y avait une amnistie pour certaines circonstances pour le non-enregistrement des armes à feu, vous savez que si quelqu'un vend une arme à feu illégalement à quelqu'un sans permis, puis grâce au registre, l'arme peut être retracée à la personne qui l'a vendue illégalement. Ouais. Ben, il y a des conséquences. Donc, il y a quand même, le système fonctionne pour assurer généralement un bon respect. Et c'est sûr que c'est pas parfait. Mais vous savez, la police nous dit qu'ils consultent le registre 700 fois par jour pour les aider à protéger le public. Donc, il y a certainement de nombreuses circonstances ou tragédies ou incidents qui ont été empêchés avec le retrait d'armes à feu d'une personne à risque. Heidi Rajan, il faut s'arrêter là-dessus. Heidi Rajan, porte-parole de Police se souvient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Et je reviens avec le constitutionnaliste, professeur de droit à l'Université de Montréal, Stéphane Beaulac. C'est 1-1. La première instance qui allait dans la direction souhaitée par Québec, qui disait Ottawa ne peut pas détruire ça unilatéralement. La Cour d'appel qui a dit non, Ottawa peut le faire. Ça va jouer, je ne vous demanderai pas ce que la Cour suprême va dire, mais ça va jouer sur quoi? Ça va se décider clairement en droit sur des questions de droit constitutionnel, précisément de savoir si Ottawa, comme on avait décidé en première instance, le juge Blanchard, est limité dans sa marge de manœuvre, même si originellement, initio, il avait le plein pouvoir pour créer ce registre. Il y a un principe qui a été, sur lequel on a insisté beaucoup en première instance, ça relève du droit constitutionnel, et c'est la tendance contemporaine de favoriser le fédéralisme de coopération. Ça, c'est antinomique avec l'idée d'unilatéralisme. C'est plus récent dans la doctrine de droit constitutionnel canadien, et c'est un aspect sur lequel on avait beaucoup insisté en
première instance, à la Cour d'appel du Québec, dans une décision, je le rappelle, unanime d'un banc étendu de 5 magistrats du plus haut tribunal québécois. On avait fait la part des choses en disant oui au principe du fédéralisme coopératif, mais ça ne change pas. Ça ne peut pas nous amener à réécrire la Constitution en ce qui concerne le partage des compétences législatives. Si Ottawa peut créer la logique, qui peut le plus, peut le moins, on peut le modifier, voire l'abroger. L'autre argument dont on n'a pas parlé, qui a été évoqué déjà dans les instances précédentes et qui sera sûrement considéré par la Cour suprême, c'est le fait qu'Ottawa veuille non seulement mettre fin à l'existence d'un programme d'enregistrement de registre des armes à feu, mais détruire les données. Voilà, et c'est un aspect précis sur lequel on avait insisté, le juge Blanchard avait insisté en première instance en suggérant qu'il y avait un objectif second, un objectif déguisé. Non seulement on voulait mettre fin au programme du registre des armes à feu, mais on voulait empêcher, si je puis dire, les provinces de prendre la balle au bon et de reprendre l'idée derrière le programme pour se doter d'un registre provincial. Ça a été une conclusion en lien avec la trame factuelle sur laquelle la Cour d'appel, toutefois, était en désaccord. Elle ne croyait pas, la Cour d'appel, qu'il y avait eu une participation, un partenariat entre les provinces et Ottawa. Mais ça sera considéré, ça, forcément, par la Cour suprême. Absolument, parce que je les ai séparés pour les fins de l'analyse, la question de fait puis la question de droit, mais l'une mène à l'autre. Sauf qu'en Cour suprême du Canada, ça va vraisemblablement être décidé principalement sur la base du droit. Heidi Radjan était reconnaissante à Ottawa parce qu'il l'aurait pu détruire à la suite du jugement de la Cour d'appel. L'injonction n'était pas maintenue pour que le registre, les données soient maintenues. On aurait pu détruire les données. Il ne l'a pas fait. Le gouvernement fédéral ne l'a pas fait. Est-ce que cette preuve de bonne volonté sera considérée par la Cour? Non. La réponse courte, c'est que elle aurait pu, elle ne l'a pas fait pour des considérations d'opportunité politique, c'est clair, et c'est pas quelque chose qui va être inclus dans les considérations à la Cour suprême, j'en douterais grandement. Dernière chose, ces données, elles existent toujours. Il y a des copies de ces... Les autorités québécoises ont ce registre-là entre les mains actuellement, parce qu'au fond, on est dans un débat un peu théorique où on se dit, est-ce qu'Ottawa peut détruire les données? Elles existent, les données. Elles sont dans les mains des autorités québécoises, des corps policiers québécois. Est-ce que si la Cour suprême dit Ottawa peut les détruire, est-ce qu'automatiquement, ceux et celles qui ont ces données entre les mains doivent les détruire? Oui, en droit. Mais là, évidemment, puis là, j'enlève mon chapeau de juriste, de constitutionnaliste, on peut imaginer plein de scénarios où, malgré une ordonnance du plus haut tribunal du pays, il y aurait un moyen de récupérer indirectement ou directement même, avec l'aide de Julian Assange ou d'autres hackers de ce monde, mais ça ne relève pas du juridique. Ouais. Stéphane Beaulac, Histoire à suivre, constitutionnaliste et professeur de droit à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Au plaisir, monsieur.